Bonsoir à tous, bonsoir à tous les tweetos. Bienvenue dans le 3-4-8. Alors 3 aujourd'hui parce que nous sommes 3 à discuter d'un sujet de la vie politique évidemment. 4 parce que nous allons évoquer 4 aspects de la vie politique. Et 8 parce que ça va durer 8 minutes et pas plus. A priori. A priori. Bonsoir Ghislaine, vous êtes donc Spin Doctor, comme je le rappelle. Vous êtes auteur de cet ouvrage qui sont les acteurs et influenceurs de la vie politique française. 44 portraits intimes et médiatiques. Bonsoir Robert Laffont, nous sommes dans votre bureau. Vous êtes patron de presse indépendant, éditeur des journaux Entreprendre, L'Événement et Journal de France. Et donc on va parler de la situation politique française. Et Ghislaine, vous me disiez que les Français étaient perdus, complètement perdus, face à des primaires au terme desquelles on a vu des candidats inattendus l'emporter, face à un François Fillon en difficulté aujourd'hui, alors qu'il était largement élu lors de la primaire de la droite et du centre. Donc comment concrètement François Fillon aujourd'hui peut-il sortir de la difficulté dans laquelle il est empêtré? On parle de l'affaire Pénélope évidemment. Alors, les Français sont perdus parce que les cartes sont rebattues à chaque fois. Que chaque semaine, tout change. On a vu dimanche dernier, avec tous les meetings qu'il y a eu toute la journée, à quel point tout était renouvelé. Alors, François Fillon a fait une conférence de presse. Cette conférence de presse était la bienvenue parce qu'enfin, il parlait lui-même. Enfin, deuxième aspect, il était offensif. Il a montré qu'il était calme et qu'il avait beaucoup de sang-froid. Donc, cette conférence de presse était un bon exercice de politique, je ne veux pas dire de communication, de politique. Ceci étant, elle a duré 40 minutes. Par rapport à la masse de journalistes qu'il y avait, et notamment étrangers, on peut quand même dire qu'on est resté sur sa faim. D'accord. Vous auriez été conseillère de François Fillon en l'espèce. Qu'est-ce que vous l'auriez recommandé de faire? Alors, je pense que si vous voulez, d'abord c'est facile de dire, il n'y a qu'à Faucon. Effectivement, il y a eu un retard à l'allumage, incontestablement. Mais vous savez, quand on est les mains dans le cambouis et quand on travaille, il y a une capacité de résistance inouïe de nos clients. Donc en fait, je trouve qu'il y a eu premièrement un retard à l'allumage. Deuxièmement, il y a eu une méconnaissance où les choses ont été minimisées au niveau des réseaux sociaux parce qu'il y a une folle immédiateté aujourd'hui qui change complètement la donne. Et pour répondre peut-être un peu plus et donner, parce que Spin Doctor c'est la production d'idées opérationnelles, pour donner une idée, vous savez, on oublie trop parfois que la politique, elle est affective, elle est émotive, elle est irrationnelle. Et je pense que un rendez-vous à deux avec Pénélope Fillon, pour laquelle, je répète, j'ai encore beaucoup de compassion, parce que cette femme, elle est touchante par rapport à ce qui lui tombe sur la tête. Je pense qu'un rendez-vous à deux, Pénélope Fillon et François Fillon au JT de 20h, pour expliquer leur vérité. C'est-à-dire pour vous, il faut l'entendre. Il faut l'entendre. On a du mal à voir comme un fantôme de la situation. Votre sentiment, Robert Laffont? Je ne suis pas tout à fait d'accord avec la fin de ce qu'a dit Ghislaine, même si je partage ce qu'elle a dit au début. On élit un président de la République, on élit un homme. Donc François Fillon... Je vais vous laisser parler, Robert Laffont, mais juste une petite remarque. Alors, la femme de l'homme politique compte en moyenne au moins 30% dans les votes. Donc, il ne faut pas croire que la femme, souvent derrière un grand homme, il y a une femme. Et la femme de l'homme politique est très importante. Donc, je pense que la place de Pénélope Fillon est très importante. Non, mais je peux aller dans votre sens. J'ai connu un chasseur de tête qui me disait, avant de recruter un cadre dirigeant, j'organise toujours un déjeuner avec son épouse et en sa présence, parce que là, je vois la vraie nature de la personnalité. Donc, je suis tout à fait en accord là-dessus. Mais en tout cas, sur la première partie de ce que vous avez dit, Ghislaine, François Fillon, lors de cette conférence de presse, a marqué des points, car il n'y a pas beaucoup d'hommes politiques qui auraient résisté à un tel torrent médiatique. Tous les jours, et Ghislaine, vous avez raison de le rappeler, tous les jours, les réseaux sociaux, les chaînes d'information, toutes les minutes, affaire Fillon, affaire Fillon, affaire Fillon. Et on a vu un François Fillon qui ne s'est pas dégonflé, qui crânement a répondu aux questions des journalistes. Alors après, on a dit il n'a pas répondu à telle ou telle question, mais il a quand même pendant 40 minutes répondu à des questions personnelles qui concernent son intimité, puisque c'est quand même ses revenus, les revenus de son épouse,
Et je pense que sur le plan humain, finalement, cette affaire va lui servir, paradoxalement, parce qu'on a vu un homme qui avait les nerfs Et d'acier. vous pensez qu'il est en situation de remonter la pente désormais? De Alors, revenir dans la campagne? j'ai trouvé donc l'intervention bonne. J'ai trouvé que les médias ont été un petit peu, sont restés sur leur tonalité, quand même un petit peu de chasse à l'homme, ce qui m'a un peu gêné. C'est-à-dire que moi, je ne suis pas contre la transparence, bien sûr. C'est-à-dire que on est quand même sur une affaire présidentielle. On a besoin de savoir un minimum de choses sur les gens que nous élisons. Mais j'aurais aimé que dans les débats sur l'affaire Fillon, il y ait plus de défenseurs. J'avais le sentiment dans un certain nombre d'émissions qu'il n'y avait que des procureurs à charge. Et c'est ce qui a donné cette tonalité un petit peu de chasse à l'homme que beaucoup de Français ont ressenti. On va passer à l'autre personnage qui monte, alors que Fillon, on vient d'en parler dans la tourmente, c'est Emmanuel Macron, qui a tenu un grand meeting ce dimanche dernier, relativement attendu. Votre sentiment par rapport à Emmanuel Macron, est-ce qu'il rebat les cartes également? Est-ce qu'il peut même jeter le trouble? Alors, Emmanuel Macron, c'est simple. Il a fait un meeting très bien, un peu à l'américaine, avec un podium lumineux, avec un carré à l'américaine lumineux. Tout ça, c'est très bien. Mais bon, les Français ne sont pas des gogos qui sont sensibles à ce point-là aux gadgets. Admettons 8000 personnes inside, 8000 personnes outside. Mais ce qui était un petit peu agaçant, parce que c'est pour beaucoup de gens l'alternative, c'est que les communicants avaient tellement ripolliné Emmanuel Macron qu'il n'y avait plus le chouf, quoi. Le débit était linéaire, il n'y avait pas comme l'autre fois, vous vous rappelez, il avait écarté les bras, il regardait au ciel, bon, peut-être pensait-il à sa grand-mère qu'il adore, bon, il partageait un bonheur incroyable avec les gens, mais vous savez, on ne fabrique pas des acteurs de cinéma. Ghislaine, on lui a appris à parler, à poser sa voix. Oui, mais poser sa voix, le ténor d'opéra. On ne fabrique pas des acteurs de cinéma. Il faut laisser les gens leur souffle. Et en politique, on doit se donner. Donc vous avez été déçu par ce meeting? J'ai été déçu par ce meeting. Et il y a quelque chose que les gens ont peu relevé, qui me semble être très important, c'est que comme on lui dit, bon attention, gauche-droite, on a vu les expériences passées, en fait il a pris l'astuce de dire, face à cette crise absolument inouïe que nous avons, face à ce monde qui change et qui se transforme, je vous propose finalement peut-être un gouvernement d'union nationale. Donc ça, on sent que c'est sous-jacent un peu, que c'est un peu le chemin. Et attention à un autre défaut du meeting de Macron, il y a le syndrome Hillary Clinton. Stop aux people, Madame de Fontenay, Éric Orsena, qui est évidemment très intelligent, mais attention aux people à faire entre soi, parce que justement on est en hors système, et à pas faire encore ce qu'on a déjà vu. C'est votre avis, Robert Laffont? Oui, le côté bling-bling, effectivement, réapparaît avec ces personnalités un peu showbiz qui sont maintenant un passage obligé dans les différents meetings. Mais vous avez le sentiment que ça dessert les candidats à un moment donné? Oui, parce que c'est pas ce que les Français attendent. On a reproché à Nicolas Sarkozy d'être dans son Fouquet's avec une forme de showbiz, c'est-à-dire le CAC 40 et plus des personnalités du monde un peu bling-bling. Et je crois que Emmanuel Macron a aujourd'hui une période dorée parce que finalement, il n'a personne en face. On a un Fillon qui est en train de régler ses problèmes de revenus et qui donc ne peut pas se consacrer à sa campagne comme il le pensait. On a un Benoît Hamon qui est encore sur son nuage d'une élection gagnée à la surprise, quand même générale, avec une tonalité utopiste qui effectivement peut faire rêver des gens qui sont en dehors de la réalité. Bon, c'est comme ça que je le définis. C'est facile de faire rêver les gens, très facile, mais les Français aujourd'hui, c'est pas du rêve qu'ils veulent, c'est probablement des solutions. Et une Marine Le Pen qui, elle, est avec son, je dirais, son clan et qui a une base politique qui est soudée, on peut dire, et qui donc n'est pas tout à fait dans le débat. C'est-à-dire que les gens ne débattent pas avec Marine Le Pen. Donc Macron a bénéficié d'une période que je qualifie de dorée. Et ça ne va pas durer, parce que quand on va rentrer, j'espère, on va sortir des affaires, on va rentrer dans la tonalité, dans le vrai des programmes, là ça va être une autre histoire, parce que beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de dire, Macron, c'est ce qu'a dit François Bayrou, il est difficile d'être contre Macron. Tout ce qu'il dit, on est pour. Il faut
plus de progrès. Et en substance, ce que vous décrivez également, c'est que trop de com, tu la com, et là ça me fait penser à Mélenchon et son coup de com très réussi avec le fameux hologramme. Pour vous, c'est un joli coup? Ouais, Moyen, parce moyen, que, je suis d'accord. parce que l'hologramme, bon, il faut pas que la communication dévore le fond. Ouais, Et tout à fait. tout le monde a parlé de l'hologramme. Absolument. Tout le monde a parlé de cette façon de faire 16 000. Alors d'abord, Mélenchon a été un peu à l'économie. Il a fait 1h40, alors que d'habitude, c'est un fleuve. Il y a autant de bonheur chez lui qu'à ceux qui l'écoutent. Là, il y avait quand même 16 000 personnes. Donc ça a été court. Et alors, tout le monde n'a plus que parlé de l'hologramme et pas des propos sur la mer, pas des propos... Bon, tout ce qui fait Mélenchon. Donc, je suis pas La mer, sûre les que... océans, hein, que les gens comprennent bien. Oui, non, je partage ce que dit Ghislaine Pira, parce que je pense que c'est devenu un gadget, l'hologramme, c'était le gadget, et on a l'impression qu'il s'est raccroché à l'hologramme parce qu'il avait, allez savoir, un pressentiment qu'il était sur la défensive et qu'avec l'apparition de Hamon fait beaucoup de mal à Mélenchon, parce que finalement, Hamon est jeune, Mélenchon, ça fait quand même beaucoup d'années qu'on le voit dans le paysage. Il a eu des pérégrinations. Il a été ministre de la formation professionnelle, et moi je me souviens d'un Mélenchon parlant sur Europe 1, je crois, qui incitait les jeunes Français à devenir apprentis boulangers. Et ça m'est resté donc gravé, parce que je me dis, tiens, voilà un révolutionnaire qui pousse les gens à travailler, à réussir, et je devais trouver excellent. Et aujourd'hui, je vois un Mélenchon qui a pris une tonalité, certains diraient sud-américaine, en tout cas. Oui, avec le mouvement dégagisme. Voilà, des mouvements dégagistes. Et je trouve que cet hologramme lui fait plus de mal que de bien. Il se raccroche à un gadget publicitaire pour faire parler de lui, alors qu'on attend dans cette campagne présidentielle les candidats sur le fond. D'accord. Alors justement, vous parliez d'Hamon à l'instant, vous disiez qu'il était sur son espèce de nuage. Lui n'a pas d'hologramme. J'entends aussi de là qu'il aurait percé, qu'il parviendra à s'imposer. C'est votre sentiment également? Alors c'est une stupéfaction, parce que d'habitude on dit que la fonction transforme l'homme. Là, c'est la campagne qui est en train de transformer l'homme. Attention, Benoît Hamon est en train de se métamorphoser. On parle de Benoît Hamon, de Mélenchon? Benoît Hamon. Et dimanche, il était époustouflant. Alors bien évidemment qu'il tient des propos gauche radicale avec lesquels on peut être circonspect, mais n'empêche que il y a tel bonheur chez lui de partager. Il est habité par ce qu'il dit, il fait vibrer les mots. Et vraiment dimanche, on a vu un Hamon qui convainquait au-delà de son champ. Et on voit bien qu'il est en train de grappailler. Alors, est-ce qu'il va faire alliance avec Mélenchon, avec Jadot? Mais en tout cas, Hamon n'a pas fini de surprendre. Et la métamorphose, elle est vraiment... Vous la constatez vous-même? Oui, bien sûr. C'est un Hamon un peu transcendé par sa victoire. On le serait à moins, parce que, rappelez-vous, il y a 3 mois, personne ne parlait de Benoît Hamon. Donc, il y a effectivement un souffle de la victoire qui transparaît. Néanmoins, je nuancerais, parce que... alors, ce qu'il a pour lui, je l'ai dit tout à l'heure, Benoît Hamon, il est jeune et il est relativement nouveau. Et il est relativement peu marqué. Et d'ailleurs, c'est un petit peu, je dirais, le miracle socialiste de cette élection. C'est-à-dire qu'on a un candidat pratiquement vierge, même s'il était ministre. Enfin, il faut s'en souvenir, il était ministre de François Hollande, de Manuel Valls. Et on a l'impression que nous avons un nouveau candidat qui arrive avec une virginité sans être responsable de quoi que ce soit. Alors forcément, il a un rôle formidable. Mais là où je rejoins Ghislaine Pira, c'est que il est dangereux pour Mélenchon, parce que Mélenchon, on l'a déjà entendu, j'allais dire 100 fois. Hamon, c'est la nouveauté. C'est une forme de jeunesse. C'est une forme de succès avec cette victoire quand même inattendue pour certains. Et c'est cette utopie qui a toujours plu à une certaine frange de la population que je qualifie d'une population soit désespérée, soit en quête de quelque chose de positif, parce que c'est vrai qu'on est dans un pays, la France, où depuis plusieurs décennies, on a beaucoup de mauvaises nouvelles. Donc on a un candidat là qui veut raser gratis, qui est catastrophe au plan économique, hein, je tiens à le préciser, parce que on a eu les chiffres du commerce extérieur ce matin, 48 milliards de déficit. C'est pas en travailler moins qu'on va vendre plus à l'étranger. Hein. On va terminer avec la dernière candidate dont vous avez dit un mot tout à l'heure, c'est Marine Le Pen. Quel peut être son rôle dans ce nouvel échiquier dont on parle à l'instant? Alors, sur Marine Le Pen, moi je voudrais dire une chose très simple. Excusez-moi. Vous avez une minute. D'accord. On ne construit rien de grand avec la peur.
on ne peut pas exister en politique contre les gens, contre quelqu'un. Et bon, donc ça c'est quelque chose qui est pour moi rédhibitoire. Robert, la chance de Marine Le Pen, je suis d'accord avec ce que dit Ghislaine Pirard, la chance de Marine Le Pen, c'est finalement qu'elle a en face d'elle un Fillon qui a été dégradé et qui n'a pas pu... Parce que Fillon est en rempart contre Marine Le Pen. Je pense que si Fillon remonte, vous allez voir que Marine Le Pen va pas monter. Si en revanche, François Fillon n'arrive pas à retourner un petit peu l'image qui lui a été prêtée, vous allez voir que Marine Le Pen va monter. Et là, il y a un danger. Il y a un danger sur Marine Le Pen si Fillon dégrade. Donc, ça, c'est un message que j'envoie à nos amis journalistes qui tapent sur Fillon et qui, du coup, laissent Marine Le Pen s'envoler quelque part. Donc, non, Marine Le Pen, si vous voulez, la chance, entre guillemets, de François Fillon par rapport à Marine Le Pen, c'est que ou d'autres candidats, comme Macron, qui sont aujourd'hui les 3 prétendants finalement, parce que Hamon est quand même encore assez loin, même si effectivement il ne faut pas sous-estimer des possibilités d'alliance, qui peuvent ils peuvent faire une bonne campagne aussi, donc il ne faut pas le sous-estimer, je ne le fais pas, mais la chance, si vous voulez, par rapport à Marine Le Pen, c'est qu'elle a un programme économique qui n'est pas du tout sérieux. Mais imaginons l'inverse. Là, elle aurait été beaucoup plus dangereuse. On vous réinvitera pour parler du programme économique, Avec des programmes économiques des différents candidats. Avec plaisir. On a largement dépassé les 8 minutes, mais on a aussi rebâti le cadre du 3-4-8 puisqu'on avait un invité et ça méritait de faire un peu plus long. Je vous dis à très bientôt avec Ghislaine Pirard. Merci à vous. Merci.